Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du manifeste de Theodor Kaczynski, la société industrielle et son avenir. Theodor Kaczynski était un professeur de mathématiques à l'université aux États-Unis et il est devenu connu des autorités américaines et du grand public pour avoir envoyé des colis piégés contenant des bombes à plusieurs adresses. Alors professeur de maths, ce n'est pas tout à fait la profession à laquelle on s'attend concernant un meurtrier. Theodor Kaczynski n'avait en effet pas a priori le profil d'un criminel, il n'était pas fauché, et il était même assez respecté comme professeur d'université. Ces colis piégés, Kaczynski les envoie tous à des individus au profil identique. Ils occupent tous une place dans la conception ou dans la distribution de biens technologiques. La justification de ces actes se trouve donc ici. La contestation de la marche en avant des innovations technologiques et de leur mise sur le marché. Cette courte présentation du personnage, et des faits pour lesquels il a croupi en prison jusqu'à sa mort, introduit normalement quelques questions, quelques curiosités, notamment celle qui consiste à se poser cette question: en quoi l'accroissement des biens technologiques justifiait à ses yeux que l'on la conteste avec autant d'ardeur, jusqu'à assassiner d'autres hommes? L'accroissement des biens technologiques n'est-il pas justement ce qui libère l'homme des tâches harassantes et aliénantes? Pourquoi, alors, vouloir endiguer à ce point cette formidable marche du progrès technologique? Il se trouve donc que Theodor Kaczynski a laissé derrière lui toutes les réponses à nos questions. Rédigé dans son manifeste intitulé « La société industrielle et son avenir ». Dedans, il développe les points théoriques essentiels qui l'ont amené à croire que ce qu'on appelle généralement le progrès technologique n'est qu'un désastre de plus pour l'homme, et peut-être un désastre duquel il ne se relèvera pas. Partons donc en quête de réponses, essayons de comprendre les prémices théoriques de l'action surprenante d'un professeur de mathématiques, amené, par sa conséquence, à tuer d'autres hommes au nom de la condition humaine. Le point de départ de la pensée politique de Kaczynski peut se résumer ainsi. La société industrielle technologique nuit à l'épanouissement des êtres humains, elle les empêche d'actualiser leur potentiel et de faire de leur vie une expérience satisfaisante et réjouissante. Pour tenir un tel discours, il faut d'abord avoir une idée de ce qui permet à l'homme de s'accomplir. Il faut avoir une idée des conditions dans lesquelles l'homme s'épanouit en tant qu'homme, avant de pouvoir montrer comment un tel processus, ou un tel système, empêche ces conditions d'exister. Pour Kaczynski, l'homme est épanoui s'il parvient à mener à bien ce qu'il appelle son processus d'auto-accomplissement. Le processus d'auto-accomplissement, comme son nom l'indique, c'est le processus par lequel l'homme peut s'épanouir. Ce processus comporte 4 composantes: les buts, l'effort, la réalisation et l'autonomie. Ici, voyons dans quel sens Kaczynski estime que ces 4 choses concourent à notre épanouissement et donc à notre bonheur. Pour ce qui est des buts, Kaczynski convient qu'un homme doit orienter ses actes vers une certaine visée, vers un certain but, sans quoi il lui est difficile d'être heureux. Un homme qui ne vise rien ne peut pas connaître la satisfaction que l'on éprouve lorsqu'on satisfait son désir. Pour Kaczynski, un homme qui a tout à portée de main, qui n'a pas à agir pour que ses buts soient réalisés, ne peut tout simplement pas être heureux. Les efforts, deuxième condition à remplir pour mener à bien le processus, traduisent l'idée que la réalisation du but posé doit exiger des efforts sérieux. Autrement dit, la réalisation de son but ne donne pas autant de satisfaction si elle est atteinte avec très peu d'efforts que si elle est atteinte avec une somme d'efforts sérieux. Cela, on le voit bien aujourd'hui avec les vecteurs de gratification immédiate, comme les réseaux sociaux, qui dispensent une sensation de plaisir très maigre et assez superficielle vis-à-vis d'autres activités comme l'apprentissage d'une langue ou d'un instrument qui, elles, par les efforts qu'elles exigent, prodiguent à l'homme une réelle sensation d'épanouissement et de bonheur après l'effort. Ce qu'il appelle réalisation, troisième condition de la réalisation du processus d'auto-accomplissement, c'est la réalisation des buts après l'effort.
Autrement dit, il ne faut pas que les efforts soient vains, il faut qu'ils portent leurs fruits au moins quelquefois, sans quoi on sombre dans la tristesse par la contemplation de son impuissance. Celui qui veut courir 10 km mais qui, depuis 2 ans, stagne à 8 km, n'éprouvera pas la satisfaction de la réalisation de sa puissance et s'arrêtera d'agir. Ici, il s'arrêtera de courir. Enfin, l'autonomie, dernier pilier du processus d'auto-accomplissement, pose que, même si les buts sont atteints après une dose d'effort non négligeable, si eux et les moyens pour les atteindre sont imposés du dehors, l'homme ne se sentira pas accompli. Cela est visible par exemple si on compare l'action d'un homme qui fabrique une chaussure pour lui-même et quand ça lui chante, et avec les outils qu'il souhaite, et la situation d'un autre qui fabrique une chaussure dans un temps imparti, avec des outils qu'on lui impose, tout autant qu'on lui impose les caractéristiques de l'objet en question. Le premier, semble-t-il, sera plus épanoui, plus satisfait, à la fois dans le moment présent de la fabrication et au moment de l'achèvement du processus, que le second ne le sera. C'est cela car le premier aura eu la maîtrise de son environnement, de ses techniques et des moments qu'il dédie à la fabrication de la chaussure, tandis que l'autre se sera plié à des règles édictées par quelqu'un d'autre. Autrement dit, quand l'un a agi conformément à son désir, l'autre a subordonné son agir au désir d'une puissance tierce. Là est la différence profonde entre l'autonomie et l'obéissance, l'écart entre l'agir et le désir, entre la puissance et la manifestation de la puissance. Donc, pour résumer, pour mener à bien son processus d'auto-accomplissement, un être humain doit pouvoir se fixer des buts soi-même, produire des efforts importants pour pouvoir les atteindre, et connaître un minimum de succès dans ses tentatives. Maintenant, chaque activité qui exige un effort pour être menée à bien ne débouche pas sur la réussite du processus d'auto-accomplissement. En effet, pour Kaczynski, il existe un type d'activité spécifique, de buts spécifiques, qui eux seuls peuvent conduire l'homme à son accomplissement. Par exemple, si je me fixe le but de courir 15 minutes sans m'arrêter, que je produis les efforts suffisants pour y parvenir et que j'y parviens finalement, je n'ai pas agi dans le sens du processus d'accomplissement. Il existe en effet un type d'activité que Kaczynski nomme activité de substitution, qui n'engage pas l'homme dans un processus d'auto-accomplissement. Ces activités de substitution renvoient aux activités dirigées vers un but artificiel que nous nous donnons afin d'avoir un but à poursuivre, lorsque nos besoins physiques ne nécessitent aucun effort à être satisfaits. Autrement dit, ce sont les activités non nécessaires à la persévérance de l'homme dans son être, ce sont des activités contingentes à l'égard de notre survie. Le tennis, les échecs ou le théâtre, ce sont des activités de substitution. La caractéristique de ces activités est qu'en les pratiquant, on n'atteint jamais la quiétude. On veut toujours être meilleur que la veille, ou meilleur que quelqu'un d'autre, à l'image par exemple d'un coureur qui veut toujours aller plus vite. Dès lors, la satisfaction qui accourt dans ce genre d'activité est bornée, selon Kaczynski, et on comprend bien que l'épanouissement ontologique ne peut pas passer uniquement par des activités de substitution, qui n'ont rapport avec nous que dans l'intensité affective que nous engageons, et pas avec notre être même. Pour schématiser et rendre plus clair ce qui vient d'être dit, on peut dire que pour Kaczynski, seules les activités naturelles, celles qui s'imposent à l'homme dans son désir de persévérer dans son être, se nourrir, se loger, garantir sa sécurité, sont susceptibles de nous épanouir par leur réalisation. Cela n'exclut évidemment pas du champ de nos actions les activités de substitution, mais il faut comprendre qu'une vie qui tourne autour de contingences plutôt que de nécessités échoue à prodiguer à l'homme tout l'épanouissement qu'elle pourrait lui proposer. Soyons clairs, pour Kaczynski, 1 heure à chercher de la nourriture pour finalement en trouver et réussir à assouvir son désir de se nourrir vaut plus en valeur d'épanouissement qu'1 heure de course où l'objectif des 10 km est atteint. Car la première activité touche l'homme dans ce qu'il est biologiquement, conatus désirant se reproduire, quand la seconde touche l'homme dans ce qu'il est culturellement. On peut donc résumer ainsi.
Le processus d'auto-accomplissement passe par une orientation autonome des buts en lien avec l'essence de l'être humain et de l'accomplissement de ces buts par la production d'un effort sérieux. Et ce qu'il faut voir, nous dit Kaczynski, c'est que la réalisation de ce processus n'est pas seulement la condition pour être épanoui, heureux, joyeux au maximum, à quoi on pourrait répondre qu'un épanouissement et un bonheur modéré ne sont pas déplaisants. Mais la réalisation de ce processus est bien la condition pour éviter d'être touché par des troubles psychologiques, comme la dépression, la tendance au défaitisme ou encore l'anxiété. La réalisation du processus d'auto-accomplissement est la condition nécessaire au maintien stable d'affects joyeux en surnombre par rapport aux affects tristes, si on veut parler comme Spinoza. Or, pour Kaczynski, le fonctionnement de la société moderne, qu'il appelle la société industrielle et technologique, a pour effet de perturber le processus d'auto-accomplissement, c'est-à-dire qu'il produit des affects tristes sous forme de problèmes psychologiques. En mettant cette affirmation en miroir avec les données et sondages qui relatent la misère existentielle dans les pays développés, je pense notamment au burn-out, à l'épidémie de manque de confiance en soi, à la solitude, ou encore à la nécessité pour beaucoup d'entre nous de consulter des psychologues, on s'aperçoit que Kaczynski peut nous être utile pour penser le réel d'aujourd'hui. Pour comprendre comment le fonctionnement de nos sociétés perturbe le processus d'auto-accomplissement, on va reprendre point par point les conditions de sa réalisation et on va les mettre en relation, en miroir, avec les conditions structurelles de leur existence actuellement. D'abord les buts. Kaczynski estime que l'on peut diviser les aspirations humaines en 3 catégories, selon la difficulté à les réaliser. Il y a d'abord les aspirations qui sont réalisables très facilement. Faire un collier de pâtes ou cuisiner un risotto tous les mercredis par exemple. Ensuite, il y a les réalisations qui exigent un effort sérieux pour être réalisées. Vouloir courir un marathon ou apprendre à jouer du violoncelle par exemple. Enfin, les aspirations impossibles à satisfaire. Vouloir être milliardaire à 10 ans, par exemple. Pour Kaczynski, on l'a vu, le processus d'auto-accomplissement exige de passer par des efforts sérieux dans une activité qui vise la réalisation d'un but naturel. C'est donc la deuxième catégorie d'aspiration qui contient celles conformes aux exigences du processus d'auto-accomplissement, celles qui peuvent être réalisées sous réserve d'un investissement sérieux, et parmi celles-là, celles qui sont naturelles. Or, pour Kaczynski, les aspirations naturelles, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires à accomplir en vue de la persévérance dans son être, relèvent aujourd'hui des première et troisième catégories, mais pas de la deuxième. Autrement dit, la réalisation de nos aspirations naturelles ne peut se faire qu'après un effort minime, ou alors elle est impossible. Concrètement, Kaczynski explique que notre survie est conditionnée à l'exercice d'un emploi. Or, l'effort fourni dans l'exercice d'un emploi présente une double contradiction avec le processus d'auto-accomplissement. D'une part, cet effort est faible, car il repose sur une simple obéissance à la marche à suivre dictée par l'entreprise, et d'autre part, il est imposé, donc non autonome. Pour vivre, nous devons exercer un emploi. Or, l'exercice d'un emploi n'exige pas d'effort sérieux, mais l'application d'un code conduite et défend de toute autonomie. Ces aspirations naturelles, se loger et manger essentiellement, sont donc aspirées par un rapport social d'obéissance qui contrevient à la réalisation du processus d'auto-accomplissement. De l'autre côté du spectre, il y a des aspirations naturelles qui, de par les conditions de vie de nos sociétés, ne sont plus atteignables. Elles sont devenues impossibles à satisfaire. Kaczynski prend l'exemple de l'aspiration naturelle à la sécurité. Naturelle car il est naturel pour un homme de vouloir créer les conditions de sa sécurité. Aujourd'hui, la satisfaction du besoin de sécurité est tout à fait hors de portée des individus. Notre sécurité ne dépend plus uniquement de nous, de notre capacité à nous prémunir des dangers éventuels, mais bien d'autres paramètres. Pensons par exemple aux centrales nucléaires. Il suffit que les normes de sécurité soient négligées pour que notre sécurité individuelle soit en péril. Pensons au prix, ou au taux d'intérêt qui fluctue en fonction d'actions spéculatives, hors de contrôle,
et qui peuvent atteindre notre sécurité financière et donc notre sécurité matérielle. En clair, l'homme vit aujourd'hui dans un monde où sa sécurité est dans les mains d'autres hommes, où il est à la merci de phénomènes sociaux qu'il dépasse et le fragilisent, les crises financières, les crises immobilières, les déjections de pesticides, celles de particules toxiques, etc. Autrefois, l'homme était seulement à la merci de phénomènes naturels. Les éruptions volcaniques, les tempêtes, ou même la guerre, fruit de l'intensité passionnelle humaine. Désormais, même lorsque la nature laisse sa sécurité tranquille, elle peut être affectée par d'autres phénomènes sur lesquels il n'a aucune prise. En résumé, nos aspirations naturelles, se nourrir, se loger, être en sécurité, sont, en l'état actuel des choses, ou trop simples à atteindre, ou au contraire impossibles à réaliser. On voit le modèle de société que Kaczynski a en tête. Le modèle où l'homme mènerait à bien son processus d'auto-accomplissement. Ce modèle est celui dans lequel les hommes maîtrisent les conditions de leur survie de manière tout à fait autonome. Ce modèle, c'est celui dans lequel les hommes sont libres, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent, en tant qu'individus ou membres d'un groupe, les questions vitales de leur existence, la nourriture, l'habitat, l'habillement et la défense contre les menaces. Alors maintenant, venons-en à la technologie, principal adversaire dont Kaczynski entend dénoncer les méfaits qu'elle produit sur l'homme. Notre système actuel, on le sait, repose sur la croissance des richesses produites et par conséquent sur la progression technologique permettant de réaliser des gains de productivité. Or, si le rapport social salarial nuit déjà, comme on l'a vu, au processus d'auto-accomplissement, son corollaire d'augmentation de la puissance technologique lui met aussi un coup, et un coup plutôt sévère. D'abord parce qu'elle constitue des instruments qui conditionnent les comportements, c'est-à-dire qui poussent les humains à agir plutôt comme cela que plutôt comme ceci. Kaczynski explique que les innovations technologiques finissent toujours par nous contraindre à agir d'une manière plutôt que d'une autre, car elles tendent toujours à devenir incontournables dans l'agencement de nos sociétés. L'exemple du smartphone le montre aujourd'hui très bien. Présenté comme un objet de choix d'achat, il est rapidement devenu socialement obligatoire d'en posséder un, simplement parce que toute l'organisation sociale, à travers des QR codes, des mails, des applications, des mots de passe, des formulaires et j'en passe, s'est organisée autour de cette nouveauté technologique. Qui pourrait se passer aujourd'hui d'une boîte mail ? Si votre train est annulé, on vous envoie l'information par mail. Si vous voulez trouver un emploi, vous envoyez votre CV par mail. Si vous voulez candidater quelque part, tout se fait par des sites internet dont les procédures font souvent appel à des liens par mail, etc., etc. Il en va de même par exemple pour les voitures, autour desquelles tout un système a dû s'ériger. Découpage urbain en faveur de leur passage, localisation des supermarchés en zone industrielle, etc., etc. L'expansion technologique place les hommes dans des rapports de contrainte et de dépendance, selon Kaczynski. Des rapports de contrainte en les obligeant à agir d'une certaine façon pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Je dois avoir une voiture pour aller au supermarché. Par extension, je dois souscrire à une assurance, etc. Et des rapports de dépendance, car l'organisation sociale étant agencée selon ces technologies, je n'ai pas le choix que d'embrasser toutes ces innovations technologiques. La technologie, pour Kaczynski, c'est d'abord l'instrument le plus efficace jamais développé dans l'optique du contrôle des comportements des hommes. Après l'exemple de la boîte mail et de la voiture, on a peut-être un peu de mal à se figurer le mal dans la technologie, et c'est bien normal. N'est-il pas vrai que la plus dangereuse des boissons est aussi la plus attirante ? Il y a toujours une part de vrai dans le mensonge le plus destructeur, comme il y a toujours une part de bon, ou une part qui semble bon, dans une masse informe de laideur. Ce qui est à voir ici, c'est la place nouvelle qu'a pris l'homme au temps des nouvelles technologies. Il est une pièce au milieu d'un système qu'il dépasse et qu'il entretient dans une certaine position. Pour être plus clair, on peut dire avec Kaczynski que plus la technologie progresse, plus elle capture les hommes sous son empire.
L'homme est pris dans des dispositifs, comme dirait Agamben. Il est pris dans des dispositifs qui disposent de lui comme il le souhaite. Comprenons par exemple que la pléthore des divertissements disponibles, caractéristique de notre époque, sert aujourd'hui le système auquel il profite en poussant les hommes dans une passivité impressionnante, en les réduisant à des sujets récepteurs plus qu'à des sujets créateurs. Ce n'est pas la passivité en soi qu'il faut blâmer, mais bien la passivité comme mode d'être et comme outil au service d'autrui. Divertir est un moyen pour les élites politiques et économiques de reconduire un système qui les sert, le système capitaliste, en paralysant toute forme de révolte potentielle. L'homme qui rentre du travail pourrait penser à ses conditions de travail qui se dégradent, aux raisons pour lesquelles on lui demande d'être plus productif, à celles qui ont poussé son entreprise à licencier. Mais si on lui met sous la main une ribambelle d'objets divertissants à fort potentiel addictif, des séries, des jeux vidéo, des vidéos pornographiques, etc., il est fort à parier qu'il ira s'évader par leur consommation. S'évader, ça veut bien dire quelque chose. Lorsque l'on s'évade, par la boisson ou par le divertissement technologique, on quitte le réel pour plonger dans un monde alternatif où on se sent bien. Mais si on quitte le réel, si on n'y pense pas, on ne pourra jamais le rendre plus agréable. Après avoir aperçu tout ça, toute cette perturbation du processus d'auto-accomplissement et l'aggravation de cette perturbation par l'accroissement des innovations technologiques, Kaczynski arrive à une conclusion simple. Il va falloir changer les choses. Changer les choses, oui, mais tout reste à savoir comment les changer. À quelle échelle doit-on agir pour renverser cet état de paralysie du processus d'épanouissement ? Pour Kaczynski, la seule échelle pertinente, c'est l'échelle macroscopique. Autrement dit, la condition selon lui pour orienter l'histoire dans un sens favorable à l'épanouissement humain, c'est le changement de système, et donc la révolution. La révolution s'impose parce que vouloir bousculer une tendance historique de long terme, en l'occurrence ici celle du salariat capitaliste et de son collègue, le développement technologique sans fin, vouloir bousculer cette tendance historique par des réformes, ce serait aussi pertinent que de vouloir terrasser un éléphant avec pour seule arme une petite cuillère. Vous aurez beau brandir votre cuillère, l'éléphant vous écrasera. De même, la tendance historique de long terme continuera d'écraser l'épanouissement humain, même si des réformes s'abattent sur elle. Un exemple pour comprendre ça peut être celui des mesures prises pour lutter contre le dérèglement climatique aujourd'hui. Une des mesures phares développées dans les années 2010 fut l'instauration d'un marché du CO2 par l'imposition de quotas d'émissions aux entreprises selon leur taille et leur activité. Si les entreprises n'atteignent pas le quota fixé, elles peuvent revendre une part de leur attribution à des entreprises excédentaires en émissions. A priori, ce système permet de faire payer aux gros pollueurs ce qu'ils font payer en pollution à la société. Seulement, à la mise en place du marché, les lobbies ont fait leur travail et les quotas ont été largement suralloués, ce qui a d'une part réduit la probabilité de dépasser le seuil critique où une entreprise doit payer, et ce qui a produit mécaniquement une baisse du prix du carbone en raison d'une offre supérieure à la demande. Cette mesure, ce grand plan révolutionnaire qui était censé remettre le climat à l'endroit, n'a donc rien changé du tout. Ce que montre bien cet exemple, c'est que quand on parle de système, on ne parle pas dans le vide. On parle de l'interdépendance des parties d'une société. Il ne sert à rien de vouloir imposer un comportement aux entreprises polluantes si elles disposent de puissance de lobbying capable de faire tourner une mesure dans leur sens. Et c'est ça le cœur de la critique des réformes par Kaczynski. Elles sont inefficaces. Elles sont nulles si elles ne sont pas suivies d'un changement du reste des parties de la société. Or, ce qui opère le changement de toutes les parties d'une société, c'est la révolution. Seulement, une révolution, ce n'est pas le fait d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Il faut que la masse soit encline à changer de cap, à passer la main du pouvoir à une ligne directrice différente. Les révolutions naissent de l'émulation populaire transformée en puissance de la multitude,
puissance qui se convertit elle-même en pouvoir par la prise des institutions formelles. Alors, les rêves de révolution doivent penser les conditions de possibilité de l'avènement d'un soulèvement populaire contre le système industriel et technologique. Or, nous dit Kaczynski, si ce système est unique à plusieurs égards, il se démarque très franchement par sa faculté à emprisonner les velléités révolutionnaires, à les tuer dans l'œuf, disons. En général, les passions des foules se manifestent lorsque les contraintes imposées par la société sont trop grandes, qu'elles sont désastreuses pour les individus. Or, aujourd'hui, on le sait, des millions, voire des milliards de personnes sont réduites à travailler pour le compte d'autrui, pour se garantir une situation matérielle minable et un épanouissement superficiel. Pourquoi n'est-il pas de révolution alors? Pourquoi, pour n'évoquer que le cas français, les chauffeurs Uber notés et surveillés, les femmes de ménage rabaissées et surmenées, les intérimaires, les salariés exploités, les subordonnés dépressifs, les vendeurs précaires, les gardiens et agents de sécurité, les agents de propreté, ne fomentent pas une révolution? Pour Kaczynski, cela s'explique par le contrôle de plus en plus important que les firmes et les gouvernements ont sur la vie de ces gens. Les divertissements, les psychotropes, ou bien les séances chez le psy, ne sont, pour Kaczynski, que les instruments d'un asservissement et d'une exploitation sans bornes. Simplement car ils ont pour fonction soit de détourner les hommes de leurs conditions objectives, en les transformant en sujets consommateurs passifs, soit d'atténuer leur souffrance, sans jamais régler les causes de celle-ci. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de puces à implanter dans le cerveau, de modifications génétiques pour rendre plus intelligent. Cela n'est que la continuation de la logique de détournement de l'attention du travailleur, mais par des moyens de plus en plus intrusifs. Il s'agira bientôt de contrôler physiologiquement la psyché par des implants nerveux, et non plus seulement psychologiquement, par des techniques de marketing de propagande qui conservaient une marge d'erreur. La révolution sera donc difficile dès le premier temps. Elle le sera car il sera difficile de mener les hommes vers la compréhension de leur exploitation, et encore plus de les sortir de l'apathie confortable dans laquelle les procédés capitalistes les ont installés. Netflix et les psychotropes sont les premiers adversaires d'une révolution. Pourtant, on l'a vu, cette révolution sera nécessaire. D'autant plus si l'on considère l'avenir comme un espace-temps où les logiques à l'œuvre aujourd'hui continueront d'être en marche et auront même progressé. Le contrôle du comportement humain se fera directement depuis le cerveau, les systèmes de surveillance seront renforcés par des machines de plus en plus puissantes. L'aliénation et l'exploitation risquent donc d'être complètes. La révolution s'impose, donc. Mais un tel dégagement d'énergie politique, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est même toute une organisation, surtout si on veut qu'elle réussisse. Réussir, pour une révolution, ça veut dire principalement deux choses. D'abord chasser le pouvoir en place, et ensuite parvenir à en instituer un nouveau qui se prémunisse de la réinstitution de ce qu'on a chassé. Il ne faudrait pas bafouiller après avoir pris l'Élysée et, dans la précipitation, se remettre aux mains du capitalisme. On sait comme la guerre civile russe, conséquence de la révolution bolchevique, a tourné. Elle a contraint les autorités russes à réinstaurer le système économique qu'ils chassaient. En clair, une révolution, ça se pense dans ses procédés et dans ses conséquences. Pour Kaczynski, la révolution doit porter, en pratique, sur le système industriel technologique. Elle ne doit pas s'orienter comme une révolution politique, car les leviers politiques au changement radical sont en réalité assez faibles. On est vite sujet à des défections, à des pressions, à des procès en illégitimité, à des rigidités structurelles du fonctionnement des institutions, etc. Ce qu'elle doit faire, cette révolution, c'est déborder le système industriel dans tous les pays, de façon simultanée, tout en amenant un contre-modèle au modèle industriel. Un modèle promouvant la nature et non pas l'accumulation. On regrettera ici les lacunes en matière d'élaboration de la part de l'auteur.
Le texte est davantage un pamphlet contre la société industrielle technologique, assez lumineux à cet égard, il faut le dire, plutôt qu'un véritable manuel insurrectionnel. Les instructions de Kaczynski sont assez larges. Il convient de former un parti révolutionnaire qui propose un imaginaire plus séduisant que celui du capitalisme, et de s'en prendre au système industriel dans tous les pays en même temps. Ce sont des orientations, mais des orientations qui évitent l'essentiel. Quoi? Comment? Contre qui? Et après? Comment déborder ces systèmes? On casse les pipelines? On fait grève? Oui, mais on survit comment après? Plus concrètement encore, comment aborder la confrontation avec les tenants du système, notamment les créditeurs, les actionnaires, à qui tous tintouins profitent, et qui ne se laisseront pas faire, et qui ont des leviers d'action assez dissuasifs, en vérité. Toutes ces questions qui, si on rentrait dans le détail pratique de l'élaboration de la Révolution, seraient si nombreuses qu'il faudrait plusieurs livres pour les analyser, c'est ce que Kaczynski nous a laissé. C'est son héritage, en quelque sorte. Son rôle a été de nous convaincre tôt de l'absurdité et de la violence du système actuel, et de nous donner quelques pistes pour nous en défaire. Il reste aujourd'hui à nous organiser, à devenir une classe pour soi la plus élargie possible, et à combattre l'autre classe pour soi, à qui notre exploitation profite grassement depuis des décennies. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous.